La petite enfance, c'est là où tout commence. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire laisse une empreinte. Derrière chaque enfant qui grandit en français, il y a des éducatrices et éducateurs engagés pour l'avenir et la vitalité de nos communautés. Spécialistes, passionnés, ces professionnels accompagnent les tout-petits sur leur premier chemin, leurs premières expériences et façonnent des apprentissages durables. Dans cette série balado, nous plongeons au cœur de leur réalité pour souligner leur rôle essentiel. Bienvenue dans Empreinte sur l'avenir, une série balado de l'ACUFC, l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, et financée par l'entremise du Programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants du gouvernement du Canada. Notre équipe est multiculturelle. J'ai des éducateurs, des éducatrices qui viennent de France, de Belgique, du Brésil, d'Haïti, du Maroc, d'Algérie. À l'intérieur des milieux éducatifs, il y a des enfants qui viennent de tout partout, qui peuvent avoir des religions très différentes même s'ils viennent du même pays. Ils peuvent avoir une magnifique mosaïque de couleurs. Après ça, nous avons une journée réservée sur la diversité. Alors, je les apprends notre musique parce que chez moi, mon pays, la RDC, est connu pour la danse. Moi, j'ai une enseignante qui a enseigné mes enfants, je sais pas, peut-être 4e, 5e année, qui m'avait dit « ça serait bien d'avoir un enfant autiste dans toutes les salles de classe ». Elle a vraiment touché au point du niveau d'empathie. Alors, l'inclusion, c'est comme proche à mon cœur. Inclusion, go, go, go. La petite enfance est une période où tout se construit. L'identité, l'estime de soi, la relation aux autres. Et dans nos services éducatifs en contexte francophone minoritaire, cette construction se fait au cœur de milieux de plus en plus diversifiés. Diversité culturelle, linguistique, familiale, mais aussi diversité des capacités, des expériences et des parcours de vie, autant chez les enfants que chez le personnel éducateur. Ces réalités sont parfois des défis, mais elles sont surtout une richesse. Elles reflètent l'évolution de nos communautés, qui se transforment et s'enrichissent de cette pluralité. Alors, comment mettre en place des pratiques inclusives qui tiennent compte de toutes ces différences et en font une force dans le quotidien des enfants? Pour le savoir, nous avons rencontré Jonathan Nolan, chef de projet en petite enfance au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Éducateur pendant près de 10 ans, puis directeur adjoint, intervenant spécialisé, enseignant et conseiller en équité, diversité et inclusion, il a porté de nombreux chapeaux. Ce parcours riche lui donne une perspective unique sur le domaine et sur les enjeux qui touchent autant les enfants, les familles, que les équipes éducatives. Et comme la diversité, c'est un peu son domaine d'expertise, on lui a demandé de définir un petit peu plus ce que ça voulait dire. C'est souvent un concept qui est très abstrait, c'est pas très concret. Tu sais, on entend le mot diversité, on voit souvent la diversité à la télévision ou dans les médias traditionnels, les médias sociaux, mais on voit souvent un ou quelques types de diversité. On voit pas tous les types de diversité, ce qui fait en sorte qu'on a des biais dans notre cerveau qui nous fait penser automatiquement à la diversité. On va penser à la diversité de genre, par exemple, parce que c'est beaucoup parlé dans les dernières années. Mais il y a toutes sortes de choses. Fait, en gros, si on recule puis on a la vue d'ensemble, la diversité, c'est vraiment juste l'ensemble des différences qui font que chaque personne est unique. Fait que là-dedans, ben, on peut mettre ensemble, c'est comme un gros sac, parce qu'il y a plein de choses, puis nous, on va aller chercher les petites choses qui nous ressemblent puis qui nous identifient. Donc, on parle de diversité culturelle, différentes cultures, différentes régions aussi, diversité linguistique. Est-ce que je parle le français? Est-ce que je parle le français dans un environnement anglophone? Est-ce que le français n'est pas ma langue? Est-ce que c'est une deuxième langue, etc.? Est-ce que je parle le français, mais à la maison, on parle une autre langue? Diversité des capacités, des besoins, donc quel genre de besoins j'ai? Est-ce que j'ai des déficiences motrices, verbales, etc.? La diversité des familles aussi, c'en est un gros. Donc, est-ce que c'est une famille traditionnelle, maman, papa, enfant? Est-ce que je suis enfant unique? Est-ce qu'il y a deux mamans, deux papas? Est-ce qu'il n'y a pas de maman, pas de papa? C'est avec le grand-parent? Tu sais, il y a toutes sortes de ces choses-là. Puis ça tombe aussi dans le côté socio-économique. Dans quelle classe sociale je me retrouve? Parce que ça aussi, ça reflète différentes expériences que les familles et les enfants vont vivre par rapport à ça. Puis aussi, comme je disais au début, la diversité identitaire. Donc, on parle du genre, on parle de l'orientation sexuelle, la religion, des croyances.
Fait que vraiment, la diversité, c'est le reflet de ces identités multiples-là qu'on a. Et parce que le monde de la petite enfance, c'est son autre domaine de spécialité, on lui a demandé pourquoi c'était si important, et surtout dans les premières années de vie, d'être exposé aux diversités et aux différences. Les années charnières de développement de l'enfant, c'est de 0 à 5 ans. C'est là où est-ce que son cerveau va se développer, il fait une construction avec son environnement, il cherche sa place aussi dans la société, même s'il y a seulement 1 an, 0, quelques mois, il y a 4 ans. Cet enfant-là, la garderie, c'est un peu une micro-société en soi. Fait qu'il cherche sa place là-dedans, puis il a besoin de se sentir ou de se lier à un groupe en particulier ou avoir des expériences comme ça. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est créer un environnement sécuritaire pour l'enfant, donc respectueux pour tout le monde, les enfants, les collègues, les familles, puis que ça fait en sorte que ce cadre-là, ça fait en sorte que l'enfant puisse expérimenter toutes les facettes de son identité, sans jugement, sans rejet. L'expérience va être libre, l'enfant va être libre d'expérimenter ça. Ça favorise le développement de l'estime de soi. Il va quand même développer des facettes de son identité, même s'il n'y a pas la compréhension, même s'il ne connaît pas nécessairement les concepts, il ne peut pas mettre des mots sur ce qu'il ressent, mais il va ressentir certaines choses. Il va expérimenter certaines choses aussi. Donc, ces expériences-là vont construire aussi la façon dont il va voir le monde, dont il va percevoir le monde. Puis on veut que ce soit positif pour lui, pour qu'éventuellement, quand il va grandir, il devienne un adulte épanoui, un adulte ouvert, un adulte tolérant, respectueux des différences aussi. Donc, on veut exposer l'enfant aussi à l'ouverture. Donc, ça réduit les préjugés, les stéréotypes à un jeune âge. On le sait, quand la sécurité, soit physique, émotionnelle ou sociale, et il y a un bris de sécurité pour l'enfant, que lui ne se sent pas en sécurité, ses apprentissages, il va avoir un blocage dans les apprentissages. Fait que ça va être vraiment difficile pour cet enfant-là d'apprendre même la petite chose qu'on veut lui montrer qui n'a même pas rapport avec l'identité, qui peut avoir rapport avec tenir son crayon, par exemple. Juste parce que cette personne-là est pas à l'aise dans son environnement va faire en sorte que ça peut avoir des répercussions. Dans les bienfaits, j'en ai nommé quand même beaucoup, mais ça va être un apprentissage aussi à double sens. C'est ça qui est super intéressant parce que c'est réciproque. Donc, nous, on va développer des apprentissages ou on espère développer des apprentissages chez l'enfant et leur famille, mais eux vont aussi nous apporter des apprentissages qui vont faire en sorte qu'on est en train de construire la communauté se nourrit une à l'autre, là. Et dans la communauté, les apprentissages qu'on va faire dans notre petite salle de classe, ça va éventuellement s'apporter dans la communauté. L'enfant va trouver sa place dans la société, comme je l'ai dit, puis ça va aussi permettre de développer les compétences sociales, l'empathie, la tolérance, le respect, toutes les valeurs universelles. On parlait du système de valeurs tantôt. Mais il y a des valeurs qui sont universelles que l'enfant va devoir développer au fil du temps. Puis l'empathie, c'est une des compétences sociales qui est la plus difficile à développer parce que c'est très, encore là, abstrait. L'empathie peut prendre plusieurs formes, c'est très large. Puis, c'est l'histoire d'une vie de développer ces choses. Fait que le plus qu'on va travailler sur ça le plus jeune, le plus qu'on va développer, que l'enfant va se baser sur l'empathie pour développer des émotions qui sont plus complexes aussi. Selon une étude de Statistique Canada en 2021, le tiers, 33,3%, des parents de jeunes enfants âgés de 5 ans et moins au Canada étaient des immigrants. Au sein des services éducatifs à la petite enfance, cela signifie que les éducatrices et éducateurs interagissent quotidiennement avec des enfants issus d'une grande diversité culturelle et linguistique. Cette réalité souligne l'importance de l'approche interculturelle en petite enfance. Une approche qui favorise l'équité, le respect des différences culturelles et la participation active des familles. Pour soutenir ces pratiques, il existe aujourd'hui des formations spécialisées en interculturalité destinées aux professionnels de la petite enfance pour explorer la diversité vis-à-vis des enfants, des familles et aussi entre les membres d'une même équipe éducative. Pour Jonathan, l'inclusion commence par une réflexion personnelle et collective. Avant même de modifier un espace ou une pratique, il faut se demander « Suis-je vraiment conscient des différences qui m'entourent ? Et est-ce que mon environnement reflète cette diversité ?» C'est à partir de ces questions que l'on peut bâtir des milieux véritablement inclusifs. Il donne quelques pistes de réflexion en commençant par un exercice de carte d'identité.
finalement, les cartes d'identité, ce sont des petites cartes qu'on va aller questionner. Donc, l'enfant ou leur famille, ou même nous-mêmes, c'est une super chose pour se définir nous-mêmes parce que souvent, on va parler de la diversité des autres, mais est-ce que nous, on est capable de se définir dans notre diversité, dans nos identités? Puis ça aussi, ça affecte la façon dont on va interagir avec les autres, puis on va comprendre l'autre. Donc, cette carte d'identité-là, c'est des petites questions qu'on va aller se questionner sur, bon, quelle est ma culture, quelle est ma langue, quelle est ma religion, quelles sont mes capacités, est-ce que j'ai des défis par rapport à ceci, est-ce que je me questionne sur les biais inconscients que j'ai aussi, à savoir, bon, j'ai été élevé d'une telle façon, j'ai un système de valeurs d'une telle façon. Qu'est-ce qui me rend curieux à savoir comment les autres ont une valeur qui est différente ou ont été élevés d'une autre façon? C'est un peu comme une constellation. Fait au centre, on va avoir le nom de la personne, puis après ça, il va y avoir plein de fils. Puis au bout du fil, ben, on va avoir toutes nos identités qui vont se définir à force de répondre à ces questions-là, puis de s'identifier. Ça va être notre première étape d'identité. Puis ensuite, ça peut devenir d'autres fils aussi, avec d'autres bulles, parce que les identités peuvent se diviser en d'autres petites identités. En faisant ça avec les enfants du groupe, en faisant ça avec nos collègues, avec les parents, ben, on a une meilleure vue d'ensemble, puis on voit vraiment s'il y a des aspects qu'on a peut-être manqués, puis ça se peut aussi, puis c'est correct, ça arrive des fois. Puis là, on va se dire, oh là là, OK, j'avais vraiment pas réalisé que cette famille-là avait cette réalité-là. Puis je vais peut-être être plus sensible maintenant de la façon que je vais approcher telle chose ou la communication que je vais utiliser, parce que là, je sais maintenant que la communication interculturelle, par exemple, il y a certaines cultures qui vont parler, puis ils vont laisser un temps plus long en chaque discussion. Puis c'est comme ça. Puis il y en a d'autres qui laissent presque pas de temps, puis ça va réponse, ça va vraiment vite. Fait que ça peut être perçu comme bien ou ça peut être perçu comme dérangeant aussi ou inapproprié dans certaines cultures. Donc, en sachant ça, nous, on peut aller faire un pas de plus, tendre la main puis dire, OK, maintenant, je suis vraiment désolé, je n'avais pas réalisé, mais on va faire un pas ensemble puis on va essayer de communiquer ensemble pour bien se comprendre puis que ce soit approprié. Fait que ça, c'est dans la communication, mais on peut faire les activités, les intentions pédagogiques et toutes ces choses-là. Fait que moi, je trouve que c'est un outil qui est excellent, primordial. Puis pour les personnes qui travaillent aussi dans les garderies, de le faire en équipe avec les collègues, ça donne vraiment une vue d'ensemble de nos collègues, puis de comment on va faire pour travailler ensemble, quel type de personne on est. Ça facilite beaucoup le travail, ça facilite la compréhension. Puis la carte d'identité, c'est vraiment une boussole. Fait que ça devient vraiment une boussole pour mieux vous adapter dans la réalité de votre groupe. On va regarder les zones. Est-ce que les affiches sur les murs représentent la diversité de la classe? Est-ce que sur les affiches, oui, ça représente la diversité, mais est-ce que ça représente plein de différentes diversités? Est-ce que dans les bibliothèques, dans la bibliothèque de livres, par exemple, il y a des livres variés, des familles différentes, des cultures multiples, des héros qui sont pas seulement masculins, mais qui sont aussi féminins, des personnages neurodivergents, des personnages en chaise roulante. Est-ce qu'on a ça aussi dans les petits personnages, là, est-ce qu'on a ça, des choses comme ça? L'accommodement universel aussi. Donc, est-ce que s'il y aurait du jour au lendemain une personne à mobilité réduite dans ma garderie qui commence avec sa famille dans ma classe, est-ce que demain, sans avoir à modifier l'environnement, que cette personne-là pourrait se promener sans contrainte, pourrait être capable d'être autonome, d'aller chercher ce qu'elle a besoin? Si la réponse est oui, ben c'est excellent. Mais c'est ce qu'on veut. On veut pas nécessairement accommoder une personne. Oui, c'est super, mais ce qu'on veut vraiment, c'est un accommodement universel. Fait que c'est un espace qui est déjà pensé pour ces personnes-là à l'accessibilité. On pense aux personnes neurodivergentes. Ben, est-ce qu'il y a un coin calme où est-ce que la personne peut s'autoréguler, peut aller vraiment se calmer avec des lampes qui font des bulles, une lumière tamisée, des écouteurs qui bloquent le bruit un peu. Il y a ça, mais à l'inverse, est-ce qu'on a aussi un coin qui est surstimulant? Parce qu'il y a des personnes qui ont une stimulation auditive ou visuelle qui est plus basse que la norme, fait qu'on a besoin d'avoir plus de stimulation. Fait qu'il faut avoir toutes ces pensées-là là-dedans. Après avoir exploré comment la diversité se vit et s'intègre dans les environnements éducatifs, il est tout aussi important de regarder du côté des équipes elles-mêmes. Quand le personnel éducatif vient d'horizons variés, cette richesse peut parfois amener son lot de défis. Alors, quels sont-ils? Et surtout, comment y répondre de façon constructive? Chez nous, au Nouveau-Brunswick, on a justement, ça fait quelques années de ça, quand même assez longtemps, toutes les garderies doivent mettre en place une politique d'inclusion. Donc déjà là, c'était pas là dans des années passées, c'était pas comme ça. Alors vraiment, c'est vraiment des choses qui dictent
qu'est-ce qu'on va faire s'il arrive quelque chose, puis qu'est-ce qu'on va faire comme accommodement universel aussi pour les gens. Fait que déjà là, il y a eu beaucoup de formations de mise en place du ministère par rapport à ça. Les gens ont été formés sur comment interagir aussi, comment intervenir de la bonne façon pour cette politique d'inclusion-là. On a justement un cours, un micro-programme sur la diversité qui est Leadership inclusif. Ça fait partie de notre deuxième année aussi. Donc, la deuxième année du programme éducation d'enfance, on focus beaucoup sur le leadership. Donc, on a le leadership inclusif, pédagogique, puis ensuite administratif et la gestion d'une garderie éducative. Alors, leadership inclusif, c'est vraiment, on parle vraiment de l'inclusion, de la diversité, de l'équité générale, puis on va aller vraiment chercher des sujets spécifiques qui nous concernent plus comme province, là. Fait qu'on va aller parler, oui, des différences, des identités, mais on va aussi parler, par exemple, des peuples autochtones. Donc, de la réelle histoire des peuples autochtones qu'on n'a pas nécessairement vu à l'école, puis vraiment pour mieux comprendre ça, puis être mieux outillé. Quand on parle de diversité, c'est polarisant. Ça peut être, il y a beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas aussi tout l'aspect de la diversité. Je pense que le plus gros défi que je vois, c'est la communication interculturelle, parce qu'on a des profils diversifiés depuis les dernières années, des familles qui arrivent dans les régions, puis même des profils diversifiés dans les personnes éducatrices qui arrivent aussi. Donc, ça crée des barrières linguistiques, des différences culturelles dans la communication, les attentes. Fait que c'est vraiment juste, comme je disais tantôt, de vraiment comprendre la façon que notre message est perçu et que leur message, nous aussi, est perçu, puis on va être capable de se moduler là-dedans par rapport à ça. Ça peut créer des malentendus, des conflits de valeurs par rapport aux croyances, aux traditions qui sont différentes. La communication interculturelle, si on est capable de former l'équipe sur ça aussi, ça pourrait être super intéressant. L'actualisation linguistique aussi, c'en est un gros. Il faut réaliser que l'actualisation linguistique, oui, pour les enfants qui arrivent, qui n'ont pas nécessairement la langue française ou un vocabulaire mais c'est pas juste pour eux, c'est pour les gens, les adultes aussi qui y travaillent, mais c'est aussi pour les gens qui sont là, qui sont locaux dans la région. Eux aussi, ils ont une actualisation linguistique à faire pour faire un bout de chemin, justement, pour apprendre à vivre ensemble. Donc, si on est capable de tout le monde ensemble, se mettre ensemble, parce qu'on peut avoir le même français, puis utiliser les mêmes mots, mais que ça ne veut pas dire la même chose du tout, ou on peut avoir deux français complètement différents, ou etc. Donc, c'est super intéressant de se rejoindre puis d'apprendre collectivement un de l'autre, là. Je pense que ça serait les grosses lignes que je conseillerais, là. Au Yukon, le service de garde francophone Le Petit Cheval Blanc recrute à l'international depuis près de 10 ans. Sa directrice générale adjointe, Leslie Larbalestrier, explique que, face au manque de personnel qualifié francophone, il a fallu se tourner vers l'étranger pour maintenir les services en français. C'est d'ailleurs un sujet dont on parle dans l'épisode 2 sur la pénurie de personnel éducateur qualifié. L'équipe du Petit Cheval Blanc est alors aujourd'hui composée de personnes venues des 4 coins du monde. Une diversité qui a d'ailleurs valu au centre le prix Connexion Employeur du RAID Canada en 2023. C'est une reconnaissance qui souligne l'engagement à valoriser les compétences et l'intégration des travailleurs immigrants. Puis, à Leslie elle-même, le titre de personnalité influente de la francophonie canadienne la même année. Alors, quelles sont les clés de leur réussite ? Et surtout, qu'ont-elles appris en bâtissant une équipe si riche en diversité ? Donc, depuis 2016 maintenant, on recrute via Destination Canada Forum Mobilité. Donc, la garderie se déplace en personne dans les salons qui ont lieu généralement en France et selon les années, soit la Belgique ou le Maroc. L'année passée, c'était le Cameroun. Nous, on n'y est pas allé, mais cette année, il y aura la Tunisie. Donc, grâce à ce formidable biais de recrutement, ça nous permet d'avoir accès à énormément de candidats en un minimum de temps. Ça nous permet de rencontrer aussi les gens pour savoir, déjà au premier contact si ça pourrait fonctionner avec notre équipe, si le Yukon peut être fait pour eux, vu que le Yukon, c'est quand même assez particulier. C'est ça, on participe aussi au salon Destination Canada en ligne, hem, quand c'est disponible. Au fil du temps, on a recruté beaucoup de personnel qualifié francophone qui venaient de différents pays. Puis généralement, ces gens, c'est rare quand ils viennent seuls. Ils arrivent avec un conjoint, parfois des enfants.
Donc on a regardé dans les 5 dernières années, puis l'impact que notre petite garderie a pu faire au niveau du territoire. Donc c'est nos quelques employés, je pense qu'on avait peut-être engagé une vingtaine en tout dans 5 ans là, pas en une année, mais sur à peu près 5 6 ans. Ça a amené environ 67 nouveaux franco-yukonnais au territoire. À la garderie, on a des gens qui viennent d'un peu partout. On a des employés du Brésil, de France, Belgique, Maroc, Haïti, hem, Algérie, puis j'en oublie sûrement, heu, l'île de la Réunion et cetera. Puis chacun vient avec, tu sais, ses chansons traditionnelles, puis ses petites comptines donc hem, ici on a pas mal de Belges quand même à la garderie, donc on a beaucoup de chansons, du répertoire belge qui sont apprises aux enfants, puis je trouve ça mignon. On fait aussi beaucoup ça c'est plus entre nous, des collègues qui vont, cuisiner des desserts, puis qui vont le partager à l'ensemble de l'équipe. Alors ça nous permet aussi de découvrir nos collègues sous un autre point de vue. Et alors au niveau du vocabulaire, mais on n'utilise pas tous les mêmes mots pour les mêmes choses, donc ça fait une grande variété de vocabulaire pour les enfants et les enfants s'adaptent vraiment en fonction d'avec qui ils sont. Ils utilisent certains termes ou autres, mais ce sont juste des termes francophones, puis ça fait juste un élargissement du vocabulaire, puis une ouverture d'esprit aussi pour les enfants et puis comme on a des employés avec des couleurs de peau différentes, puis certaines ont le voile, d'autres pas, donc ça ouvre aussi les enfants à ces différences culturelles, puis, en espérant que plus tard, tu sais, en vieillissant, ils garderont leur grande ouverture d'esprit, puis, qu'on ils grandiront juste dans un monde meilleur, avec moins de racisme et de choses négatives. À force d'accueillir des équipes de plus en plus diversifiées, de nouvelles situations sont apparues, parfois un peu difficiles à gérer sur le plan pédagogique. Pour éviter ces décalages à l'avenir, le centre d'apprentissage a collaboré avec le collège nordique afin de mettre en place une formation préparatoire pensée pour accompagner les éducatrices et éducateurs avant même leur arrivée et faciliter ainsi l'intégration culturelle et professionnelle. Alors du moment où on embauche la personne, on va avoir un accompagnement vraiment, personnalisé avec ces nouveaux employés-là. On va les accompagner dans toutes leurs étapes, les démarches déjà d'immigration. Donc, on va aider ceux qui ont besoin, pour naviguer sur le site web d'IRCC. On va les aider aussi pour, l'équivalence, de leur formation. On va, soutenir le conjoint ou la conjointe dans leur recherche d'emploi ici au Yukon. On va donner aussi de l'aide pour, l'inscription des enfants à l'école s'il y a besoin. Ensuite, on va participer pour la recherche de logement. Donc on ne se porte pas garant pour les employés, mais on les met en contact avec, enfin, des propriétaires potentiels qui auraient des chambres à louer ou des appartements. On peut aussi aller faire des visites si besoin. Et une fois que la personne arrive, généralement, il y a un membre de la direction qui va les accueillir à l'aéroport. On va ensuite aller faire une première épicerie avec eux et on va aller faire aussi toutes les démarches administratives pour l'arrivée au Canada. Donc ça veut dire le numéro d'assurance sociale, l'inscription à la carte de santé du Yukon. Pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais et qui ont besoin d'aide et qui choisissent une banque où il y a pas de service en français, on peut aussi aller, les aider. Mais c'est vraiment au cas par cas selon les besoins et les habiletés de chacun. Une des choses qu'on fait quand nos employés arrivent aussi, c'est qu'on a une trousse d'accueil qu'on leur remet, qui présente, beaucoup d'informations sur le Yukon. On a des choses adaptées aussi pour les enfants si les gens arrivent avec une famille. On a dans cette trousse des livres ou des ressources. On a aussi fait un partenariat avec le Collège nordique au territoire du Nord-Ouest il y a quelques années pour, développer une formation en ligne de 30 heures qui s'adresse aux nouveaux arrivants qui vont travailler dans le domaine de l'éducation à l'enfance et cela leur permet en fait d'avoir un premier aperçu de qu'est-ce qu'on attend d'eux et comment ça se passe dans le Nord au niveau de la petite enfance. Parce qu'on va parler, par exemple, des engelures, on va avoir un point notamment sur, l'importance du français au milieu minoritaire. Donc, toutes des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on arrive dans un nouvel endroit, puis spécifiquement dans le Nord où c'est peut-être un peu plus particulier qu'au Québec ou en Ontario. Donc, c'est toutes des petites capsules et des cours que les gens peuvent suivre en ligne à leur rythme avant d'arriver au Yukon. Puis c'est accessible à tout le monde et c'est gratuit sur internet. Ce qu'on a développé à la garderie du Petit Cheval Blanc avec le temps et notamment notre fameuse année où il y avait un petit peu plus de difficultés, c'est qu'on a développé une charte d'équipe en équipe. Donc ça maintenant, c'est quelque chose qu'on envoie, aux employés une fois qu'on est prêt à les engager. On envoie notre charte d'équipe, on leur demande donc d'en prendre connaissance et on leur explique que ce sont les valeurs que nous on prône ici et qu'ils devront y adhérer, lorsqu'ils commenceront l'emploi.
Donc c'est aussi bien, une charte, pas de comportement, mais d'attente en fait, au niveau des collègues de travail, des enfants et des parents et de la communauté. Donc ça, c'était un travail, qui a pris du temps, mais qui valait vraiment la peine de s'investir. Puis d'autant plus que ça venait de l'équipe de travail et pas forcément de la direction. Donc tout le monde a travaillé ensemble, mais c'est vraiment les éducatrices qui ont mis en avant les points qui leur semblaient vraiment importants pour que tout le monde travaille en cohésion et en collaboration. Et bonne nouvelle pour l'avenir de tous les centres d'apprentissage de la francophonie canadienne. Depuis 2025, la garderie du Petit Cheval Blanc travaille avec d'autres partenaires sur une grande étude nationale financée par IRCC. L'objectif ? Comprendre comment sont reconnus les diplômes en petite enfance obtenus à l'étranger et simplifier le recrutement international pour les garderies francophones en contexte minoritaire. Ce projet doit mener à la création d'un guide pratique qui aidera les employeurs à savoir, dès le départ, quel niveau de classification une éducatrice formée ailleurs pourra obtenir. Une façon très concrète de soutenir le secteur et d'attirer plus de personnel qualifié. Pour la fin, nous laissons de nouveau la parole à Jonathan Nolan pour un message rempli d'espoir. Je dirais à la personne qui écoute que c'est pas, que c'est complexe, la diversité, que c'est correct qu'on ne sait pas tout d'un coup, qu'on est en apprentissage, que même les plus grands experts en diversité est toujours en apprentissage parce que ça change, parce qu'il y a toujours des termes qui reviennent, parce qu'il y a des études qui sortent, puis là, on comprend un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus en arrière de ça. Donc, de pas se sentir mal parce qu'on en connaît pas tout. L'important, c'est pas de pointer où vous êtes dans votre échelle de connaissances ou de pratique, mais c'est vraiment d'avoir une vue de où est-ce que je peux aller pour aller encore plus loin. Fait que c'est juste d'avancer puis d'être un petit peu mieux à chaque jour. C'est vraiment juste ça. Faut pas se taper sur la tête, faut pas se dire qu'on n'a pas fait la bonne chose. C'est correct. On va s'excuser, on va avancer, on va apprendre de ça, puis on va faire la bonne chose par la suite. Donc, je pense que l'important, c'est juste d'être gentil avec soi-même, puis de se dire qu'on est capable, puis un jour à la fois. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode d'Empreinte sur l'avenir. Merci aux intervenants, Jonathan Nolan et Leslie Larbalestrier. Et un merci spécial au Centre d'apprentissage Les Enfants Précieux à Saint-Boniface, au Manitoba, pour leur accueil afin d'enregistrer l'habillage sonore et les vox pop. Ce balado de l'ACUFC a été réalisé par l'équipe de Pop Communication. Il est disponible sur le site de l'événement merci-mon-educ.ca et sur le compte YouTube de l'ACUFC. N'hésitez pas à le partager et à commenter. Merci d'avoir écouté la série balado Empreinte sur l'avenir. À bientôt!